Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, Jack Miller nudging him wide as well. Contact, Miller and Mir, side to side, they bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on va faire le numéro 94 et on va parler du Grand Prix de France, le 5e Grand Prix de la saison 2021, donc qui a lieu sur ce magnifique circuit du Bugatti au Mans. Pour m'accompagner cette semaine, j'accueille un habitué, donc Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va bien, très content de ce week-end. Et j'accueille également Paul. Salut Paul. Salut Pierre. Salut Stéphane. Donc on commence traditionnellement avec le grand gagnant de notre petit jeu sur Twitter pour vous faire gagner les goodies. Et c'est Mickey qui va pouvoir recevoir de beaux goodies chez lui. Donc n'oubliez pas de participer sur Twitter à notre concours chaque week-end de course. On ouvre le concours le jeudi et on le ferme le samedi matin. Donc n'hésitez pas. Hein. Faut juste deviner qui est en pôle au Grand Prix. Donc c'est assez simple. On enchaîne, donc on va vous parler du numéro 94. Petite précision, pour ceux qui sont attentifs, le numéro 93 fera l'objet d'un épisode spécial qui viendra un peu plus tardivement cette année. Donc on saute ce numéro et on fait directement le numéro 94. Donc on a d'abord pensé à parler de Jonas Folger. Puis bon, comme on est un peu chauvin et qu'on aime un peu beaucoup le GMT, on va finalement parler de monsieur Christophe Guyot, qui est né un 13 juillet 62 à Marseille, et il va obtenir son diplôme d'instituteur en 1984 et enseigner notamment jusqu'en 1990. C'est assez tardivement, à 26 ans, en 89, qu'il se lance dans la compétition moto en 350 cm3 Promo Sport sur une Yamaha RDLC et dès sa première saison, il va remporter 2 victoires et 3 podiums. En 90, il change de catégorie, il monte en 750 et va remporter également 3 victoires. En 91, il fonde sa propre écurie, sa propre équipe, la Guyot Motorcycle Team, ou GMT, et il ajoute le numéro 94 comme le numéro du département où il vit et où il a un financement, donc le département du Val-de-Marne. Et avec son team, va se lancer en championnat du monde Superbike. En 3 saisons, il fera 16 courses. C'est quand même pas rien de se lancer en Superbike en privé, vraiment sans gros soutien à ce moment-là. Faute de résultats, il va revenir en France, s'engager en championnat de France Superbike. Et en 98, il va remporter la victoire, faisant de lui aujourd'hui le seul pilote privé vainqueur de cette catégorie. L'année suivante, il va se lancer en endurance avec son team. Dès les premières courses, les résultats sont probants. Il fera un premier podium au Portugal et une première pole position dans ce championnat du monde en Allemagne. Le titre de vice-champion du monde également cette première année. L'année suivante est le socle de la première victoire du GMT 94 lors des 24 heures de Schachleben en 2000 donc, et en Allemagne. En 2001, du même calibre, une nouvelle seconde place au championnat, 2 succès dont les 24 heures du Mans moto. En 2002, Christophe Guyot remporte les 8 heures de Brno, aussi en République tchèque, donc ça fait quand même pas mal de courses gagnées. Et enfin, en 2004, la consécration, il devient champion du monde d'endurance et offre à Yamaha son premier titre dans la catégorie. La saison suivante, Christophe Guyot annonce qu'il raccroche le cuir pour se consacrer à de nouveaux projets, mais toujours avec le GMT, il va se concentrer sur le fait d'être team manager. Cependant, il va rester remplaçant jusqu'en 2007 et disputer à nouveau une course en 2011, où il remporte avec son pilote favori David Cheika les 5 heures du circuit Carole, circuit qu'il connaît bien. La liste du palmarès du team est longue, mais citons que le GMT a été de nouveau titré en 2009 avec Sébastien Gimbert, pardon. Merci. Et en 2015 avec Kenny Forêt, en 2016 avec David Cheika, donc tout ça en championnat de France Superbike. Alors, il y avait différentes catégories, stock ou Evo, mais bon, ça reste le Superbike français. En endurance, il fera en tout 4 fois 3e, 6 fois vice-champion et 3 victoires, donc on l'a dit, en championnat du monde d'endurance. La saison, notamment la saison 2016-2017, c'est quand même le summum de ce qu'on peut faire, avec notamment 4 courses remportées cette saison-là, donc le Bol d'Or, les 8 heures de Slovaquie, Edo Schachleben, les 24 heures du Mans. On va dire que seul Suzuka manque à son palmarès, mais Suzuka, on sait que c'est une course spéciale en endurance avec un règlement très particulier. Depuis 2018, donc le team s'est lancé en World Super Sport 600 avec quand même assez de succès, avec pas mal de victoires et de podiums grâce notamment au pilote Jules Cluzel, donc plusieurs fois vice-champion dans la catégorie, mais le titre leur échappe pour le moment. On espère que ce sera pour cette année.
Donc j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des souvenirs, vous, sur ce Christophe Guyot et du coup le Yamaha 94 ? Moi, je me souviens surtout de son passage de la Suze à Yamaha, justement. Parce que je crois que la première victoire qu'il a, c'est sur une Suzuki quand il est encore privé de mémoire. Et dans la foulée, en fait, il signe chez Yamaha parce que y a déjà le CERT qui est chez Suzuki. Et c'est une sacrée époque, hein, le GMT en endurance. Je m'en souviens moins en Superbike, par contre. Bon, j'étais peut-être un peu plus jeune, mais je me souviens moins de l'épopée Superbike. Je m'étais dit quand il était passé en Super Sport que ça allait peut-être être compliqué. Bon, espérons que cette année, avec l'équipe de pilotes qui l'aligne et l'expérience, ça va enfin concrétiser pour eux. D'autant qu'ils parlent d'un programme Superbike à l'avenir. Ça peut vraiment être quelque chose. C'est tout à fait ça, ouais. Ah bah moi c'est surtout le super sport en fait, parce que j'étais un peu jeune pour le suivre en endurance. Je l'ai déjà vu tourner la première époque du Superbike et là je trouve que il a su monter un super team en mondial super sport. Et j'ai hâte la semaine prochaine de voir quand même le binôme Carica-Sullo-Cluzel. Ouais. Parce que là il a quand même 2 sacrés clients et j'espère qu'il va réussir à les mener tous les deux à la victoire pour un peu piquer la première place au Bardal. Et puis c'est sûr que il se cache pas s'il arrive à être champion, je pense, en super sport, pourquoi pas monter en catégorie Rennes. Ouais, j'espère que ça va le faire aussi. On attend le titre pour Cluzel ou pourquoi pas pour Carica-Sullo, mais surtout pour le team également, avant leur montée en Superbike. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des discussions avec Yamaha et le team GRT aussi, peut-être pour créer une nouvelle structure, je sais pas. On passe aux news des 2 dernières semaines, hein, depuis le Grand Prix de France, depuis le Grand Prix d'Espagne, pardon, jusqu'à ce Grand Prix de France. Je te laisse la main, Paul. Pour le Moto 3, en news, on a le japonais, donc Takuma Matsuyama, qui est engagé normalement en CEV Moto 3, dont il est actuellement 5e. Après 3 courses, il a notamment fait une course à Valence, et il est également vice-champion d'Asia Thailand Cup en 2019. Donc lui, il va faire une wildcard au Mans avec le team Honda Team Asia. Pour le Moto 3 en news, pour le moment c'est assez light. De toute façon c'est le début de saison, donc on aura sûrement des suites un peu plus tard pour tout ce qui est transfert, etc. On va passer au Moto 2. On peut noter le retour de Barry Baltus qui revient de blessure après s'être salement amoché. Il a loupé 2 grands prix de mémoire, 2 ou 3 grands prix, donc on va le voir enfin revenir. On a un point de règlement aussi qui a été modifié concernant les pièces homologuées et qui sont modifiables en cours de saison, donc sur le même modèle que le MotoGP pour 2022. Donc on a des nouveaux carénages, bras oscillants et garde-boue qui sont autorisés pour les équipes NTS et MV Agusta dès à présent, parce qu'ils avaient une version 2019 jusqu'à maintenant. Ils n'avaient pas pu faire homologuer leur 2020 à temps à cause du Covid l'année dernière. Ce qu'avaient pu faire Kalex et Speed Up. Et on a également 2 jours de tests qui sont autorisés, 2 jours de tests privés, qui sont autorisés pour cette année finalement. Donc ça va peut-être leur permettre d'évoluer un petit peu plus et de se rapprocher des concurrents. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu loin au classement, même si on va le voir, la course sous la pluie, sous le mouillé, a un peu rebattu les cartes, mais effectivement c'est compliqué pour des teams comme ça. Sans beaucoup de moyens, à ramer derrière les Calex, c'est pas facile. Ouais, c'est un peu ça, surtout quand t'alignes 2 motos et en face je crois que c'est 4 ou 6 Speed-Up Bosco Scuro et tout le reste en Calex qui sont là depuis des années. Ça va être compliqué de rattraper le retard. On passe aux news MotoGP, donc on l'avait su plus ou moins, on savait qu'il allait se faire examiner, mais finalement donc Quartararo s'est fait opérer du syndrome des loges juste après le Grand Prix d'Espagne. Il a loupé la journée d'essai d'Orna, donc on va voir qu'il s'est plutôt bien remis de l'opération. En tout cas, c'est bien passé. Il avait à la fois un syndrome des loges et aussi un problème de circulation de sang. Enfin, je sais plus, c'est un terme médical, mais tout va bien. C'était une opération assez light, donc il a pu reprendre la piste très rapidement et en bonne forme. Côté un peu en dehors du paddock, donc on a Dovizioso qui a passé ses 2 jours de test au Mugello les 11 et 12 mai pour Aprilia. Malheureusement, il y avait beaucoup de pluie, il a pu rouler qu'une demi-journée sur le sec.
Il y avait également Michele Pirro qui roulait pour faire des tests privés avec Ducati. Et une autre date est d'ores et déjà prévue pour Dovizioso et Aprilia. Ce sera Misano en juin. Il n'y a pas de jour précis encore, mais a priori c'est déjà acté. Enfin, la grosse news qui est tombée cette semaine, annulation de la manche finlandaise donc au Kimi-Ring pour cette année 2021. Piste toujours non homologuée pour cause qu'on peut pas envoyer les pilotes là-bas tester à cause des conditions sanitaires. Remplacé cette année par une seconde manche en Autriche, donc encore un Grand Prix de Styrie, en reprise estivale le 8 août. Donc ce sera le premier Grand Prix après la pause. Mais ça fera quand même un gros break entre le 28 juin, donc la course à Assen, et le 6 août, donc la reprise du MotoGP. Donc si vous partez en vacances et que vous voulez pas rater le MotoGP, visez juillet. C'est vrai que cette piste de Kimi-Ring, ça commence à devenir une arlésienne, hein. Ça fait un peu 2 ans qu'on l'attend, même 3. On en parle beaucoup, elle a mis un peu de temps à se construire. Les seules fois qu'il y avait les pilotes qui sont allés, c'était quand même assez critique, en disant que c'est un circuit très lent. Et puis là, comme c'est compliqué l'organisation pour y aller, hein, c'est un peu perdu en Finlande, et les conditions sanitaires, c'est quand même dommage de ne pas l'avoir arrivé au calendrier, alors que ça pousse fort derrière pour avoir des manches, notamment en Asie. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous croyez qu'on l'aura l'année prochaine ? Moi, c'est surtout ce que j'ai lu sur le Grand Prix d'Autriche, c'est que les pilotes ils disent bon, ok, on retourne 2 fois en Autriche, mais on aimerait améliorer la sécurité de cette piste-là déjà, parce qu'ils sont un peu pleins d'une piste assez dangereuse. C'est vrai que effectivement, il y a ça qui joue, quoi. Après, je pense que Red Bull, qui sponsorise la moitié des pilotes du plateau et 3-4 teams et la moitié des courses, s'ils ont l'occasion d'avoir un deuxième Grand Prix sur leur circuit, hein, c'est le circuit Red Bull, donc c'est le Red Bull Ring. Donc, oui. Ils ont les sous, hein. Moi, tu préférais que ce soit au Qatar. Oh, c'est sympa aussi. Non, mais en vrai, t'as raison, je suis d'accord. C'est pas je sais pas avec quel état d'esprit ils vont y aller, les pilotes, mais c'est vrai qu'il y a eu les 2 courses l'année dernière, en plus, ont été interrompues. Pas pour les mêmes raisons d'ailleurs, mais quand même, c'est bon à voir. J'espère que tout va bien se passer. Je te laisse finir avec la dernière news en endurance, Paul. Ouais, ça marche. Donc pour la suite, on a noté dans les autres catégories juste la course des 8 heures de Schörsleben, finalement, qui était prévue le 23 mai. Elle a d'abord été décalée une nouvelle fois. Et au final, elle est annulée, tout simplement. Donc, on n'aura pas de 8 heures de Schörsleben cette année. Bon, ça fait une manche de moins pour un championnat qui compte peu de courses. Pour une reprise, ça commence à être compliqué aussi pour le championnat d'endurance. Ouais, c'est vrai, ouais. Surtout que cette année, il n'y a pas non plus de Sepang, comme ils avaient introduit cette manche l'année dernière. Effectivement, ça fait un petit championnat raccourci. Bon, l'exposition médiatique est compliquée pour l'endurance ces 2 dernières années. Je sais pas comment... J'espère qu'ils vont survivre à tout ça. Parce qu'il y a aussi le changement. Moi, j'avais un peu peur, notamment pour les équipes amateurs, quand on voit que il y a énormément maintenant d'alliances entre les teams japonais et les teams européens pour essayer de survivre un petit peu, dans le sens où les Japonais, on les voyait beaucoup à Suzuka. Ailleurs, c'était les privés et les gros teams européens qui faisaient le championnat. Là cette année il y avait beaucoup de changements. Le CERT qui mixe avec Yoshimura, il y avait aussi je crois que c'est la 50 qui arrêtait. C'est peut-être pas la bonne année pour avoir moins de courses et moins les voir, justement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que j'espère que la plupart des teams vont survivre. Bon, il y a des noms, je me fais pas trop de soucis, comme le CERT ou le TSR Honda. Après, tant que les constructeurs soutiennent derrière les gros teams, ça devrait le faire, mais peut-être que les petits teams, les amateurs, eux, vont jeter l'éponge, quoi. Moto E, donc on va parler des courses qui ont lieu en Moto E. La course, donc c'est la seconde course de l'année après Rérez. Format e-pole spécial piste mouillée, comme le signale très justement Paul. Tout le monde part en même temps, donc pour 12 minutes, durant lesquelles ils peuvent boucler 6 tours maximum en comptant le tour de sortie et celui de rentrée. Donc vraiment aller au bout de leur batterie à fond.
Et finalement, c'est Eric Granado qui s'arroge la pole devant Michael Ponce et Matteo Ferrari. Le Français Perolari partira de la 13e position. En course, donc une course disputée sur le sec parce qu'elle a été décalée du matin finalement à la fin d'après-midi après le MotoGP. Donc quelques patchs humides ici et là et surtout du vent. D'ailleurs, 2 motos iront à la fois durant le tour de formation. Michael Ponce qui devait partir second et Andrea Mottavani, lui qui devait partir 7e, notamment à cause du vent et aussi de la Northern Thailand Cup qui avait lieu juste après. Ils ont aussi raccourci la course à 7 tours au lieu de 8. Donc c'est parti, Granado fait un bon départ, mais c'est Zaccone puis Agarter qui vont successivement prendre la tête. Pas d'échappée cette fois, mais toute la course, ça va se jouer dans un gros paquet de 7 à 10 pilotes environ. Aldegger vient manquer un gros freinage en tour numéro 3 et harponner proprement Ikari Okubo, qui faisait des belles choses, honnêtement, qui montrait... j'aimais bien son style de pilotage. L'Espagnol va pouvoir repartir, mais pas le Japonais. Eric Granado gagne finalement au dernier virage en prenant le dessus sur Alessandro Zaccone, un peu dans le style Dovi Marquez, comme on avait pu le voir précédemment en MotoGP. Mais c'est bien le leader du Moto-E qui termine aussi finalement 3e à cause d'une pénalité parce qu'il est sorti de piste dans le vert dans le dernier tour. Donc c'est que la 2e place revient à Mattia Cazzedi qui est parti lui 16e. Donc comme quoi c'est une catégorie très très disputée. Côté Tech 3, donc Tulovic, un temps 3e, finira finalement 7e et Perolari 9e, donc c'est leur premier point tous les deux dans la catégorie. Classement du championnat, on a Alessandro Zaccone 41 points, Mattia Cazzedi 33 points et Dominique Agarter 33 points également. Perolari lui 14e avec 7 points. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course, Paul? Tiens. Moi j'ai trouvé que c'était génial. Tu vois, bon, on le verra après pour les autres courses, mais c'est une de celles qui m'a vraiment le plus tenu en haleine. J'ai trouvé un peu dommage le traitement de Canal qui ne montre pas forcément tout de suite la mise en grille, etc. Donc on pouvait le suivre sur MotoGP.com, voir la chute, t'en as parlé, de Miguel Ponce et de Mantovani. Mais après, non, course géniale. C'est vraiment dommage pour Okubo parce que, comme toi, je trouve qu'il faisait de super choses. Il était vraiment rapide. Voir s'il aurait pu tenir toute la course comme ça. Mais c'était vraiment top. J'ai apprécié beaucoup les dépassements de Zaccone, notamment dans la courbe d'un lope où, honnêtement, au premier passage, je me suis dit qu'il allait emmener tout le monde parce qu'il part de très loin. Il en double, je crois que c'est 3 dès le premier gauche. Il sort et en fait, je pense qu'à terme, c'était sa trajectoire, puisqu'il l'a refait une paire de fois en course où il est un peu large, et finalement, il arrive à rebasculer la moto pour prendre le droite. Et j'ai vraiment aimé son côté agressif. Et puis, à la fin, quand même, on voit que c'est Granado à l'expérience, parce que dans les premiers tours, on le voit milieu de... Il recule gentiment, quoi. Il est aux alentours de la 4-5e place, si je dis pas de bêtises. Et puis il finit par remonter. Et à la fin, voilà, c'est du Dovi Marquez, quoi. Superbe manœuvre, et il finit par le prendre. Alors j'avais pas suivi qu'il avait été pénalisé. C'est dommage pour lui, mais c'était une très belle course. Et clairement, c'est une superbe course. On s'ennuie rarement en Moto-E, mais celle-là a été vraiment particulièrement savoureuse. Ouais, moi aussi j'ai un petit commentaire à faire. Je dirais que Dominique Agarter était un peu moins incisif que les courses précédentes, enfin que ce soit, je veux dire, l'année dernière ou Arerez. En tout cas, c'est pas lui qui a fait le spectacle cette fois-là, mais bon, il engrange des points, donc c'est le principal. Ouais, tout à fait. T'as Aldegger qui en a fait une belle quand même. Quand il emmène. Je suis d'accord que les motos sont lourdes, mais à un moment, il roule quand même avec avant. Donc là, il part de loin, il a vraiment harponné salement, quoi. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est le problème des courses qui sont sprint et d'un championnat du monde avec peu de rounds, c'est qu'il y a beaucoup d'envie et je pense d'excitation et il y a peut-être plus de grosses erreurs comme ça de harponnage que dans d'autres catégories, je trouve. Ça arrive quasiment toutes les courses de Moto-E qui passent un truc comme ça. C'est dommage pour Okubo qui avait l'air de montrer qu'il était rapide. Allez, c'est parti. Moto 3. C'est parti, Steph. Allez, c'est parti. Les Moto 3, les petits jeunes. Alors, sortent de Q1, Suzuki, Foggia, Salash et Alcoba.
C'est finalement Mignot qui va s'octroyer la pole position devant Rossi et Massia, le jeune Felon, lui part 25e. Dans le tour de formation, on commence à voir la première chute de Tate. Pourquoi chute ? Parce qu'il faut expliquer que c'est une course qui va se disputer sur une piste humide. C'est Massia qui va profiter d'une erreur du poleman pour réaliser le all shot. S'ensuit derrière ensuite un festival de chutes, à commencer par Suzuki, Antonelli, Massia et le leader du championnat du monde, Acosta, qui va lui aussi partir à la faute. Mais vu que c'est une petite glissade, finalement, il va réussir à se relancer de la 21e place. Et lorsqu'il chute, il était 12e. Garcia va mener la course en temps devant Salash. Et ils vont même pointer à plus de 7 secondes du groupe de poursuivants. Finalement, ces deux pilotes vont être en bagarre. Et c'est le pilote espagnol Garcia qui va s'imposer devant Salash. Et Rossi va compléter le podium. Et pour une fois, c'était une course... pas trop intéressante finalement, puisque les deux premiers, Garcia et Salash, vont vite creuser l'écart et personne ne va réussir à les rattraper. Et finalement, Garcia s'impose en terre française. Au championnat du monde, Acosta est toujours leader devant Garcia avec 54 points d'écart. Mignot est 3e et il accuse un retard de 56 points sur le pilote Acosta. C'est vrai que tu as raison. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a deux pilotes qui ont joué les avant-postes. Ils ont maintenu un écart tout le long de la course. Enfin, pas tout le long de la course, mais une fois qu'il était fait, ils ont réussi à se maintenir devant. Je trouvais que Garcia a bien maîtrisé son sujet. Moi, c'est un pilote que je suis depuis 2 ans, qui est très rapide, mais qui manque de régularité, qui chute aussi pas mal. C'est peut-être le déclic pour lui, je pense, sur cette course. Enfin, je l'espère. On peut noter que c'est un Rossi sur le podium. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Ça, c'est pour la petite vanne. Stéphane, si tu nous écoutes. Moi, j'ai noté qu'il y avait beaucoup trop de chutes. C'est un peu ce qui va revenir dans toutes les catégories, mais c'était beaucoup de chutes. Encore Massia par terre, c'est vraiment compliqué pour lui ce début de saison. Suzuki aussi, qui chute pour la deuxième fois. Il a chuté déjà lors du précédent Grand Prix. Il chute aujourd'hui. Il était tout le temps dans les 5 premiers. Ça fait des gros points en moins. C'est vrai. T'avais quelque chose à dire, Paul, sur Acosta ? Oui, moi ce que j'ai trouvé génial, déjà il tombe, ça arrive, c'est tout. On voit déjà qu'il nous fait une Marquez avec sa RCV, il nous tient la moto, il arrive à repartir. Et moi ce que j'ai trouvé bien, c'est là qu'on voit qu'il est dans une écurie qui est habituée à manager des jeunes un peu fougueux. Je sais pas si vous avez fait attention à son panotage, mais sur chaque tour, quand il remontait, on lui mettait un petit mot cool. Il y avait toujours un mécano ou un membre du team qui lui montrait la tête pour lui dire pense à ta course, roule avec vraiment le cerveau. Et au final, quand il est 8e et qu'il continue de claquer une pendule, on lui met en gros P8, c'est ok. Calme le jeu, et il s'avère que la stratégie a été payante, puisque même en terminant 8e, tu l'as dit tout à l'heure, mais Massia est tombé, ses principaux poursuivants, principaux concurrents en tout cas au championnat, marquent moins de points de lui ou n'en marquent pas du tout. Donc au final, il arrive encore à prendre de l'avance en terminant 8e. À ce compte-là, ça va commencer à être très compliqué d'aller chercher ce brave gamin. Donc moi j'ai trouvé que c'était encore un très beau boulot de l'équipe en plus de celui du pilote. Et c'est rare de voir en moto 3 des jeunes qui vont penser aussi aux champions du monde. Souvent ils veulent toujours attaquer, se montrer. Et là on lui dit attention, même 8e ça passe. Et je trouve qu'il a été intelligent et il s'est dit écoute, 8e ça passe, je suis toujours leader, il faut savoir marquer des gros points, donc on va peut-être pas trop en faire aujourd'hui. Je suis totalement d'accord. Comme toi, en fait, Pierre, totalement d'accord. Et puis, quand tu vois, il pense au championnat, et puis il a un petit peu de réussite aussi. C'est que Binder, c'est sa 3e course d'affilée 100 points. J'ai potassé un peu mes notes avant. Rodrigo, moi que j'aime beaucoup, même si pour le moment il joue pas forcément placé. C'est le 2e abandon de suite. Massia
encore par terre. Pour quelqu'un qui est dans une saison où normalement, quand on voit sa fin de saison l'an dernier, on s'attendait à le voir quand même plus aux avant-postes et plus dangereux au championnat. Là, il marque encore 0. Et puis moi que j'ai noté, mais bon parce qu'on le suivait et qu'on le voyait devant avant aussi, c'est Denis Foggia qui finit encore ultra loin, quoi. C'est pas une place à laquelle on s'attend non plus. Donc pour le Moto 3 en tout cas, c'est un championnat qui à chaque course en fait, on se demande ce que va faire Acosta et puis est-ce que les autres vont remettre le pied dedans. Après, comme tu dis, beaucoup de chutes. Maintenant, à quoi c'est dû ça m'a étonné le nombre de high sign en fait. Alors je connais pas trop la technique dessus, je pense pas qu'ils aient de traction control, mais je m'attendais honnêtement pas à ça du tout. Notamment dans le virage qui commande la ligne droite, on les a vu une paire de fois s'envoler, ça tombe vraiment fort. Là. Après la piste était humide, hein. Je veux dire là pour le coup, c'est pas que c'est pas leur faute, mais en MotoGP il y a quand même pas mal de pilotes qui se sont fait piéger aussi. Ah oui, non mais totalement, c'est pas une critique du tout, c'est qu'ils vont, moi quand je les vois s'envoler comme ça, je me dis mais ils vont finir par vraiment se faire très mal, quoi. C'est même hallucinant, c'est là qu'on voit que ça a bien évolué niveau sécurité quand même, c'est qu'en blessure, pour le moment en tout cas, on n'en voit pas tant que ça. Non. C'était humide et froid, surtout le matin. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le Moto E a été décalé. Très froid. Mais je suis d'accord, Acosta, vraiment, il roule avec sa tête. C'est encore une fois, c'est stupéfiant. Il pense déjà au championnat, alors qu'il est sur un petit nuage, qu'il doit vivre un rêve. Dans sa tête, ça doit être dingue. Et il arrive à réfléchir, se dire, je suis tombé déjà une fois, je me suis repositionné dans le top 10, ça me suffit. Bravo monsieur. Moi j'ai noté quand même les premiers points de McPhee qui peut souffler, qui finit quand même 4e, donc on sait qu'il était allé sous les conditions humides et il le reconfirme encore une fois. Et quand il n'y a personne pour le faire tomber, il est là quoi. Donc c'est bien, j'espère que ça va continuer pour lui sur cette lancée. Fellon 19e, grâce surtout aux chutes qu'il y a devant lui, faut pas se leurrer. Mais au moins il chute pas, il a toujours aucune chute en course. On le rappelle, c'est le plus jeune pilote du plateau, il a 16 ans. Peut-être aussi le moins expérimenté, il a fait qu'un an de Rookies Cup et qu'un an de CEV Moto 3. On espère pour lui que ça va continuer. A priori, il a demandé des réglages sur la moto que son team ne veut pas lui donner parce que son team lui indique qu'il va rouler avec les mêmes réglages que son coéquipier. C'est ce qu'ils ont dit sur Canal, donc... Je sais pas trop si c'est que ça, parce que il faut aussi savoir s'adapter à son matériel et à d'autres choses, même si on est plus à l'aise avec un certain setup. Je pense aussi à la saison de Deauville l'année dernière. Ou de Zarco chez KTM. Ou de Zarco chez KTM. Alors ouais, Zarco c'était pire que ça, c'était que ça matchait pas du tout quoi. Donc voilà, après on est quoi? On est à la 5e course, on a passé le quart de la saison. On va se laisser encore un peu de temps, mais il va falloir quand même qu'il arrive à... Je pensais qu'il aurait fait mieux quand même. Tu vois, je m'attendais à un début de saison où il allait se montrer un petit peu, être un peu plus aux avant-postes. Là, c'est vrai qu'il est toujours dernier, même s'il est jeune. On s'attendait peut-être un peu mieux. Oui, je suis d'accord avec toi. Quand on regarde les deux, bon, on met Acosta de côté parce que bon, c'est un phénomène, ok. Mais on regarde l'autre rookie qui c'est l'Indonésien Izdia là. Donc là, il fait 15e sur ce GP, il prend un point. C'est un peu mieux. Et en course, on l'a vu déjà plus souvent, en qualif aussi. Donc voilà, faut continuer à travailler. Et puis faut pas lâcher le morceau. Ça doit pas être facile psychologiquement quand même. Mais bon, on désespère pas. Et je suis content pour Tech 3 également. Je sais pas si vous avez vu les performances de Sasaki et Honshu. On les a surtout vus quand ils se faisaient doubler à la télé, mais au final, ils terminent quand même 5e et 9e. Donc c'est des gros points pour l'équipe française. C'est plutôt rassurant après certains Grands Prix où il s'était tous les deux fait souffler dans les bronches par Charles. Notamment Honshu, on lui avait dit de rouler avec sa tête et le tour d'après, bref, il avait emporté tout le monde. Hein. Moi, je suis totalement d'accord avec toi pour Tech 3. En plus, ils sont à domicile, donc c'est vraiment bien pour eux. Et comme tu dis, les autres courses, malheureusement, soit ils se font emmener, soit il y en a un qui chute. Ça faisait de la peine, surtout pour Poncharal, qui est quand même un team manager que moi personnellement j'apprécie, dont j'aime bien l'attitude.
Et pour lui, ça fait du bien pour l'équipe, quoi, de voir que c'est une mauvaise passe, ça arrive, et ils ont quand même deux bons pilotes, donc il y a pas de raison. Et ce que j'avais pas noté aussi, mais dont on peut juste remarquer pour cette course-là, c'est la première victoire de Gaz, même si c'est une KTM rebadgée. Officiellement pour la marque Gaz, c'est la première victoire en Moto 3. Donc deuxième victoire pour lui, peut-être que ça va lui redonner goût justement en confiance en lui. Et puis comme tu l'as souligné, première victoire pour le constructeur Gaz, même si c'est juste des KTM rebadgés. C'est quand même important de le souligner. On passe au Moto 2. En Q1, donc c'est Robert Sugura, Corsi et Baldassari qui se qualifient pour la Q2. Et en Q2, donc c'est la pole de Rolf Fernandez devant Marco Bezzecchi et Joe Roberts. On va partir en slick car c'est sec sauf sur quelques patchs et c'est Bezzecchi qui arrive en tête à la chicane Dunlop. Canet se fait avoir au chemin au bœuf par le grip précaire et s'envole dans un violent high side. Augusto Fernandez va aussi partir à la faute alors qu'un groupe de 9 pilotes se détache de la tête de course. Sam Lowe va perdre l'avant sur un inter assez ambitieux, mais pas impossible. Hein. C'était pas une manœuvre non plus suicide. Et malheureusement, on va emmener Javi Viré avec lui, alors que Joe Roberts tombe aussi au virage 9, comme Canet précédemment. Accrochage entre Gianantonio et Hector Garzo qui voit chuter ce dernier. Rolf Fernandez se détache bien devant alors que Bezzecchi, Bob Schneider, Gardner, Arbolino et Gianantonio suivent le rythme. L'outil va chuter à 10 tours de l'arrivée. Devant, ça bagarre bien entre Bezzecchi et Gardner pour le podium et c'est le second qui va prendre l'avantage pour la seconde place. Bobier, 6e, vient chuter en fin de course et c'est finalement donc Rolf Fernandez, le poleman, qui l'emporte devant Rémi Gardner et Bezzecchi. À noter que Di Antonio a échoué à faire son premier long lap penalty vu qu'il a mordu la ligne blanche qui délimite l'entrée du long lap suite à son accrochage avec Garjo. Donc il a dû refaire un second long lap plus proprement cette fois, et donc fini 8e. Et de son côté, donc on a Lorenzo Dalla Porta qui avait fini 11. Après la course, se voit disqualifié pour poids non conforme de sa moto. Donc sur la balance, il y avait 216 kg au lieu de 217 kg minimum. Du coup, tous ceux derrière lui gagnent une place, notamment Afisiarin qui avait fini 16 et qui passe 15e et prend le point de la 15e place, donc son premier point au championnat. Au championnat, donc on a Rémi Gardner en tête avec 89 points, Rolf Fernandez juste derrière 88 points, et Marco Bezzecchi, 3e à 72 points. On a Sam Lowe qui, même s'il perd encore des gros points, ici, reste à l'affût avec 66 points, donc c'est pas si loin que ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course, messieurs? Paul? Écoute, j'ai trouvé qu'on avait un podium de pilotes qui a été vraiment solide sur toute la longueur en fait. C'était vraiment propre. On a senti que malgré les conditions, ça s'est vite détaché. Et pour le coup, j'étais vraiment au-dessus du lot. Il n'y a pas eu trop d'amorces de chute ou de manœuvres où on s'est dit là ils sont cata. Après, je trouve que c'est dommage pour Di Gianantonio parce qu'il avait peut-être un top 5 sous la poignée pour la course, parce que bon, quand même 2 longues laps et il termine 8. Ses temps autour étaient vraiment bons. Donc c'est un petit peu dommage pour lui, il aurait pu se montrer un peu plus aux avant-postes. J'ai noté aussi que c'était dommage pour Cameron Bobier, parce que ça fait une paire de fois qu'il tombe alors qu'il est plutôt placé correctement. Là, la 6e, il y a une paire de fois où il tombe, il est top 10. C'est dommage, surtout que c'est un pilote qui arrive d'un championnat duquel on n'est pas habitué en fait à voir des pilotes arriver, donc ça pourrait faire une autre filière pour faire venir des nouvelles têtes. Et c'est plutôt dans cette optique-là que je trouvais ça un peu dommage aussi pour lui. Oui, je suis d'accord avec toi pour Bobier. Je pense qu'il a peut-être du mal à gérer son usure de pneus parce qu'il chute souvent après le milieu de la course. Donc peut-être que ça vient de là, il doit s'adapter aux pneus Dunlop. Concernant les pilotes à suivre, de toute façon ceux qui sont devant sur cette course ils sont devant au championnat, donc je pense que c'est effectivement les 3 les plus solides. Et puis
à la fois en course et à la fois sur le championnat. Je pense que d'ailleurs c'est les plus susceptibles de monter rapidement en MotoGP. Je vois pas qui d'autre. Bon, Lowe, malheureusement, il est un peu inconstant. Pourrait montrer autre chose cette saison, quoi. Même si je sais qu'on est qu'au quart de la saison, sans trop mouiller, je trouve qu'ils sont quand même au-dessus du lot cette année. Ouais, totalement. Puis moi, Love, c'est un pilote que j'apprécie, que ce soit lui ou son frère. Hein. Mais là, tu vois, c'est des choses où à la fin de l'an dernier, on en parlait je crois que c'est sur le premier épisode de cette année, où à la fin de l'année dernière, quand on le voit, ce qui peut donner, etc., malgré le retour de blessures et tout ça, je commence à y croire un peu. Et en début de saison, j'avais dit attention, ce sera peut-être un pilote qui, quand il sera en position de d'avoir à gérer le championnat ou à creuser l'écart au championnat, refera peut-être des erreurs. Là-dessus, je voyais plus un Bezzecchi ou même un Gardner peut-être capable de mieux gérer la situation. Essentiellement Bezzecchi d'ailleurs. Et là, tu vois, il commence à se faire détacher gentiment, même si il y a rien de catastrophique en soi. Mais ça fait encore une chute. Est-ce qu'on retrouve pas le Loves qui a l'occasion de marquer des points et qui au final loupe un peu le coche à chaque fois, quoi. Ouais. Bon, pour Loves, j'attends de voir. Soit il va effectivement être dans une spirale négative comme ça lui est déjà arrivé et ça va être de pire en pire, ou soit il va savoir relever la tête comme il a fait en fin de saison dernière malgré sa blessure. Parce qu'il a la vitesse, hein. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. La vitesse, il l'a. C'est juste qu'il faut qu'il roule mieux. Après, je sais que dans les anciens teams, il se plaignait beaucoup du feeling du train avant. Et j'ai l'impression qu'avec Marc VDS, il a trouvé ce feeling sur son train avant. Donc c'est pour ça qu'il chutait moins. Mais bon, là, ce début de saison, il retombe dans certains travers, quoi. J'ai noté que il y avait quand même un doublé KTM Ayo, donc encore une fois Fernandez et Gardner, donc je vais pas faire une redite, mais c'était à noter, quoi. Donc bonne performance pour le team cette année. Tu voulais rajouter quelque chose, Paul, tout à l'heure? Bon, Aki Ayo, de toute façon, là, il doit se frotter les mains. Entre le Moto 3 et le Moto 2, il a des pilotes devant. Il a réussi à donner de la régularité, je trouve, à Gardner, même si je ne sais, on peut pas forcément pas le savoir, on n'est pas à sa place sur la moto, mais j'attends de voir quand même s'il peut. Il me donne pas l'impression de pouvoir accélérer plus par rapport à un Fernandez qui est flamboyant, où tu sens que quand il faut mettre la louche qu'il faut pour partir, il peut le faire. Je sais pas si Gardner a plus de vitesse sous la poignée que Fernandez pour aller faire la différence. En tout cas, ça fait plaisir de voir l'Australien devant aussi, bien régulier. Et parti comme c'est, je pense que les concurrents ont du souci à se faire. Bezzecchi va peut-être devoir passer encore un step pour aller chercher ces deux-là. À suivre donc pour le Moto 2, on va passer au MotoGP avec toi, Stéphane. Allez, c'est parti. Alors, sorte de Q1, attention, vous ne rêvez pas, Savadori et Marini. fallait se pincer là quand même. Bon voilà, c'est pas une blague. Du coup, c'est Fabio Quartararo qui va s'adjuger de la pole position devant Viñales et Miller. Zarco, quant à lui, va s'élancer de la 5e place. Le début de course va se faire sur une piste sèche et c'est Miller qui sort en tête au premier virage. Derrière, Fabio Quartararo réalise un bon départ puisqu'il va pointer à la 3e position, alors que Zarco, quant à lui, va perdre le bénéfice de sa bonne qualif pour se retrouver 11e. Au bout de 3 tours, la pluie tant attendue commence à arriver et les box sont ouverts pour changement de moto. Il faut attendre le 5e tour pour voir les leaders rentrer au stand. Alors, Miller va arriver trop vite, ainsi que Bagnaia, et ces deux pilotes-là vont écoper de 2 longues laps. Derrière, Fabio Quartararo va se tromper d'emplacement, il va garer sa moto à la place de la moto de Viñales et il écopera lui aussi d'un long lap. Viñales, lui qui était en lutte avec l'Australien et le Français, va perdre beaucoup sur ce début de course sous la pluie. Il est pas tellement en confiance sur le mouillé avant de changer de moto et lui qui était en bagarre avec Miller et Fabio
va se retrouver très vite dans le ventre mou du classement après le changement de bécane. Après ce flag to flag, on va voir les 2 Suzuki qui vont chuter, encore j'ai envie de dire. Marquez quant à lui va profiter de toute cette cacophonie pour ressortir en tête. Fabio et Miller sont dans le trio de tête. Johann Zarco quant à lui va ressortir 5e. Il s'arrête un tour après tout le monde, ce qui pourrait lui coûter quelques places. On verra ça par la suite. Marc Marquez va essayer de montrer que c'est nouveau le patron. Il va forcer et il va chuter 2 fois. Derrière, Quartararo va reprendre le leadership de la course, mais on voit que Miller au guidon de sa Ducati est beaucoup trop fort et le pilote Ducati va prendre le large, va doubler Quartararo et le pilote français ne pourra plus jamais aller le chercher. Zarco quant à lui va faire le forcing et il va finir malheureusement à la seconde place à 2 secondes de Jack Miller. Fabio quant à lui va limiter les dégâts pour compléter le podium. Avec ce très bon résultat, du coup, Fabio Quartararo est leader du championnat du monde avec 80 points. Derrière Bagnaia, et à 1 point de retard, il a 79 points. Zarco est 3e avec 68 points et Miller est 4e avec 64 points. Yes, c'était une course folle. Les courses flag to flag, elles sont toujours un peu spéciales et celle-là, elle était d'autant plus. Qui veut commencer à aborder un sujet, parce que là on a plein de choses à dire, je pense. Allez, parlons du vainqueur, Miller. Allez, on parle du vainqueur. Miller, on a tous vu la course. Miller sur le mouillé, moi j'avais envie de alors c'est pour pas lui porter la poisse, je le fais pas, mais à un moment j'ai quand même pensé au surnom qu'avait Sharin quand il est arrivé en MotoGP, qu'il avait en Moto 2, la El Pescao, sur le mouillé. Il était juste hallucinant. Moi franchement, il prend 2 longues laps. Quand il prend les longues laps, je dis bon, peut-être que pour Fabio ça va le faire. Les longues laps, ça rallongeait même pas pour lui. C'était c'est hallucinant. Très content qu'il aille la chercher malgré tout. C'est un pilote qui est vraiment sympa à voir rouler, qui donne beaucoup. Il met la Ducati officielle sur la plus haute marche, donc je suis quand même content pour ça aussi. Vraiment un top pilote, superbe course. On sent que sur le mouillé c'est vraiment un client, quoi. Et je te coupe, c'est vrai que il a 2 longues laps, mais juste avant de rentrer au stand pour changer de moto, il sort de la piste, il part dans le bac à gravier. Et même malgré ça, il arrive quand même à gagner la course. Ouais, il a dit qu'il avait senti qu'il perdait le grip, donc il a préféré tirer un peu tout droit dans les graviers. Il se sentait bien de maîtriser, donc il a perdu quand même beaucoup de temps. Et au final, il a géré. Moi, il était quand même impressionnant de voir sa remontée. En fait, c'est à quel point il a pas perdu. Il a gardé la tête froide, je veux dire, dans le sens où il roule bien, il voit qu'il remonte sur Fabio, il voit qu'il est pénalisé de 2 longues laps, il sait sans doute pas pourquoi. Il fait le premier, il revient sur Quartararo, il fait le deuxième, il revient et il arrive à finir la course devant, malgré la remontée de Zarco qu'on lui panote, qui remonte tour après tour. Donc je pense que c'est pas souvent qu'on voit un Miller comme ça, on a plutôt tendance à le voir flamboyant, mais justement un peu inconstant. Et là, il montre, surtout après avoir gagné il y a 2 semaines, qui sait garder quand même ses émotions sous cloche et qui sait rouler avec sa tête de A à Z sur une course où il a tout connu, quoi, le sec, le séchant, l'humide, il a tout vu, quoi. C'est vrai. Non, je suis complètement bluffé par sa course. Après, ce qu'il a pour lui, c'est que Quartararo, c'est quand même pas le pilote le plus à l'aise sous la pluie. Même s'il a montré que il a quand même réussi à limiter les dégâts. Et ce qui le sauve aussi, c'est que Zarco s'arrête un tour plus tard que tout le monde. Ce qui lui coûte peut-être la victoire aussi. Ouais, après avec des scies. Mais bon, c'est vrai qu'après, non, mais voilà. Mais non, mais il a bien piloté, il a été régulier, il est pas tombé. C'est ce que je pense, c'est ce qu'il faut noter, oui, je suis d'accord. C'est ça, parce que effectivement, il y avait à Marquez, il avait les rythmes avant de tomber, enfin, il roulait très fort. C'était difficile, et puis fallait savoir ne pas tomber, et on peut enchaîner sur Quartararo, qui a fait exactement la même course, enfin, pas la même course, mais exactement qui a fait une course avec sa tête, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il déteste le mouillé, il finit 3e, il perd pas ses moyens quand il se fait passer par Miller puis Zarco, alors que derrière, il y a Bagnaia qui revenait fort aussi en fin de course sur lui.
et que il a été perturbé par le changement de moto qui s'est mal passé, qui s'est tapé un long lap derrière. Également, il a pas dû savoir pourquoi il s'est tapé un long lap. Donc vraiment, Fabio m'a aussi très fortement impressionné. Je m'attendais pas à le voir là sur une course mouillée en fait, tout simplement. Ouais, totalement. Pareil pour moi, Quartararo. Quand tu vois Miller, Zarco rouler et Quarta, tu sens bien qu'il y en a deux pour qui le mouillé n'existe pas. Hein. Alors je sais pas si c'est dans la tête ou pas, mais toujours est-il que Quarta était vraiment sur des œufs pour le coup. Mais comme tu l'as très bien dit, et je crois qu'il en a parlé après lui dans sa conférence de presse, je crois que là c'est tout le travail qu'il a fait sur son mental cet hiver qui paye, dans le sens où il sait qu'il se trompe. En plus il dit qu'il a failli rentrer chez Avintia. Bon, ça lui aurait fait courir un petit peu plus, mais il sait qu'il se trompe. L'an dernier ou il y a 2 ans, clairement ça lui aurait pourri sa course, une erreur comme ça. Là il se fait passer comme s'il n'existait pas par Miller et par Zarco, et quand on lui panote que Bagnaia remonte fort, il se désunit pas, il continue, il claque ses pendules, il est resté quand même constant sur ses chronos, et au final on le voit passer la ligne, il exulte comme s'il avait gagné, ouais. Et c'est juste magnifique. Donc oui, taille patron encore, une nouvelle fois, surtout comparé malheureusement à son coéquipier qui Vignales, qui s'est cagué, comme on dit chez nous, sous la pluie. Ah non, mais le problème c'est que bon, j'aime Vignales quand même, j'aime sa façon de piloter, mais il me rappelle Lorenzo, quoi. Il faudrait qu'il roule tout le temps en indoor pour être sûr de gagner le championnat à un moment, ce garçon. Ça devient dommage. Là, sur le mouillé, il est éteint. Il s'est éteint. C'est vraiment particulier. Ça s'est vu effectivement très rapidement. On peut parler de lui et de Rossi. Je les ai mis un peu dans le même panier parce qu'ils ont la même moto et qu'ils finissent 10 et 11 à 40 secondes et 42 secondes respectivement. Donc Rossi, on sait qu'il a aussi un problème de cette année, on va dire, de performance tout court. Mais c'est vrai que Vignales avait du rythme. Et là, sous l'eau, il était sous l'eau, quoi, tout simplement. Et après, je pense il voulait peut-être ramener la moto levée parce il a quand même chuté. Enfin, il fait pas des belles courses. Il voulait peut-être montrer autre chose et ça l'a peut-être bloqué. Oui, non, mais c'est pas ça. Ça, je pense, c'est l'explication. Mais quand t'es payé pour être champion du monde à la fin de l'année, ça, je suis d'accord. Tu peux pas te permettre de rouler comme ça, dans le sens où on voyait qu'il y avait de la marge pour aller plus vite. Je dis pas qu'il fallait faire n'importe quoi et tomber comme a fait Marquez. Hein. Je dis juste qu'il y avait quand même une marge entre sa peur de l'eau et le fait d'être réellement à la limite de la moto avec les pneus qu'il avait, parce qu'on a vu que Fabio, avec la même moto, il a roulé quand même beaucoup plus vite. C'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que là, il peut pas se cacher derrière le fait que la Yamaha est moins bonne, qu'il faut qu'il retourne à la Yamaha de 2014. On sait qu'avec cette Yamaha, Quartararo, il gagne des courses, il peut être champion. Donc il peut pas dire qu'il a pas du bon matériel cette année. C'est tout à fait ça. Donc voilà pour Vignales. On peut parler un peu plus précisément de Zarco. Tu l'as dit. Il a fait un tour peut-être en trop, mais en même temps il a évité l'embouteillage qu'il y avait dans la pit lane. Franchement, j'ai cru qu'il allait avoir des accidents. Je crois que c'est Brad Binder qui rentre devant Rossi, qui manque c'est un manque de se percuter, mais vraiment un cheveu. Hein. Vous choperez le replay, ça se passe vraiment à peu de choses près. Zarco, il montre qu'il était présent également. Il fait une belle course. Il prouve qu'il faut compter avec lui pour le reste du championnat, que c'est pas parce qu'il est privé qu'il roulera moins vite. Il avait à cœur de gagner, malheureusement. Bon, ça l'a pas fait, mais il était quand même content, je pense, de ce podium, même s'il aurait vraiment aimé plus. Il y avait une petite déception, hein, je pense, quand même. Ouais. Mais il fait quand même second, encore une fois, c'est pas mal. C'est la troisième fois qu'il fait second. Ouais. Et puis surtout qu'il revient de loin, parce qu'il avait fait Portimao, il avait rien fait. Arerez, il finit 8, je crois. Là, faire podium au Mans, avant le Mugello, qui est une piste a priori favorable au Ducati, c'est bien. Ça va vraiment le mettre dans une bonne... De toute façon, là, les 3 pilotes, que ce soit Miller, Zarco, Bagnaia, ils vont être dans une très bonne optique avant d'arriver au Mugello. Ça va batailler à coup de record de la piste, je pense, et de record de vitesse. Mais bon, c'est bien.
Vas-y. Et justement, tu as les 3 Ducati qui sont aux 4 premières places au championnat du monde, donc c'est dire quand même que les Italiens ont fait une super moto cette année. Et que les pilotes savent l'exploiter. Je voulais en parler juste après, mais on peut en parler tout de suite. Donc Ducati, c'est 2 victoires et 9 podiums depuis le début de la saison. Yamaha, c'est 3 victoires, 5 podiums. C'est clairement les meilleures motos du plateau. Il n'y a aucune autre moto qui a fait un podium cette année, sauf Mir et Suzuki avec sa 3e place au Portugal. Donc cette année, je pense que pour gagner une course et pour gagner le championnat, il faut avoir une Ducati ou une Yamaha. Franchement, les autres marques ou les autres pilotes sont aujourd'hui trop loin en termes de performance. Alors, j'ai beaucoup lu qu'il y avait un problème d'adaptation de pneus chez Honda et KTM. Suzuki, il y a peut-être moins d'évolution cette année et qu'ils ont peut-être profité justement d'une année un peu spéciale l'année dernière avec leur régularité pour gagner. Mais oui, là, Ducati, c'est plutôt bien. Je pense que ça confirme le changement de line-up qu'ils ont bien fait finalement, qui a été beaucoup critiqué, moi le premier, avec le départ de Dovizioso. Non, mais clairement, faut le dire, aujourd'hui, ça paye. On voit que si Martin s'était pas blessé, il y aurait quasiment peu de doute qu'il jouerait aussi dans le top 10 si on prend large. Donc je veux dire que c'est plutôt bien. Et côté Yamaha, Morbidelli fait des choses, il a fait un podium avec une moto un peu plus vieille. Il y a que Rossi qui aujourd'hui n'arrive pas encore à se montrer devant, mais la moto est très performante également, oui. Qui n'arrive plus. J'aime pas qu'il n'arrive pas, c'est qu'il n'arrive plus à se montrer. Moi j'ai toujours espoir qu'on le revoie. Moi aussi, devant, bon. Je veux dire. Devant. Après, moi j'ai noté Marquez, est-ce qu'il en fait toujours trop? C'est-à-dire qu'il a quand même encore beaucoup chuté ce week-end. Il chute aux essais, il chute au warm-up. On l'a vu quand même essayer de passer Quartararo à l'entrée des stands quand il change de moto. Donc il avait quand même envie de gagner. Il repart, il rechute 2 fois en course. Bon, c'est un peu le Marquez c'est pas le Marquez de la grande époque là quand même. Surtout en course. Parce qu'on sait que Marquez, il chutait beaucoup aux essais pour essayer de trouver un peu la limite de la piste. Mais il chutait très peu en course. Et là, on le trouve quand même assez fébrile. Pour Marquez, je sais pas s'il est fébrile. Moi, mon avis, c'est qu'il s'est dit que dans des conditions similaires, avec un nivellement quand même par le bas des performances, quand il pleut, on sait très bien que ça roule moins vite. Donc si ça roule moins vite, on se fatigue peut-être moins aussi à aller au bout de la moto, de performance. Je pense qu'il s'est dit qu'il avait un coup à jouer, peut-être pour choper un podium ou une victoire. Malheureusement, il a trop demandé trop vite à son pneu. Je crois qu'il avait un pneu médium qui était sans doute trop froid et voilà, il finit par terre. Dommage pour lui. J'ai cru voir qu'il s'était pas reblessé. Je pense qu'il a eu très peur de se reblesser. On le voit rentrer dans son box. Il y avait de la déception, mais je pense qu'il avait eu peur aussi de se faire mal. Le fait est que moi, j'attends Finalement, je me dis, Marquez il est toujours performant vu la vitesse à laquelle il roule. Il est toujours très bon. Je pense qu'il lui faut du temps pour pouvoir enquiller les courses et mettre tout le monde à l'amende. Mais on va dire que d'ici, après la reprise estivale, c'est possible qu'il soit plus juste là pour jouer des top 10. Je te rejoins entièrement là-dessus, Pierre, dans le sens où la dernière chute, on la voit bien en plus à la vidéo. Et tu vois qu'il tombe, mais alors ok, il se groupe comme il fait d'habitude. Il remet bien ses bras sur lui, un peu à la manière des pilotes de rallye là, pour vraiment pas s'abîmer. Mais par contre, il se remet sur ses 2 pieds, il part, la moto est dans le bac, c'est bon, il est tombé, il a compris que c'était terminé. Mais moi, ce qui m'inquiète, entre guillemets, pour l'avenir, c'est que le gars, il est devant quand même. Il est devant, il fait son changement de moto en 2 secondes et quelques, je crois, il repart devant Fabio. Il se la colle, d'accord, mais en qualif, il donnait en qualif, il y avait de la vitesse aussi. Donc, comme toi, alors, toi tu dis après la trêve estivale, c'est vrai que c'est très bien pensé. Moi je dis 1 ou 2 GP, tu vois, donc on arrivera à peu près par là. Mais encore 1 ou 2 et je pense qu'on va retrouver une machine qui pourra rattraper sa chute, parce que quand il perd la deuxième, alors oui ça glisse, oui il y a de l'eau, avec des scies on peut faire plein de choses,
Mais il me semble que ce type de chute, c'est justement le genre de chute qui, quand il était en pleine possession de ses moyens, il pouvait essayer un peu de rattraper. Bon là, il glisse trop et puis c'est terminé. Mais ouais, grosse sensation quand même. Et puis faut pas se leurrer, ça fait plaisir de le revoir devant. Et puis, de le revoir déjà tout court. Et puis, Marquez et la Honda, il revient. Et puis, il fait quand même une grosse partie de la course devant ses autres collègues de la marque. Donc, c'est quand même assez marquant. Ouais, je suis assez d'accord. On peut parler, tiens, moi j'ai envie de parler de Aprilia et Suzuki, donc c'est un peu les mêmes destins, pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais pour moi ça montre le problème de ces deux écuries, avoir seulement 2 motos sur la piste. C'est quand pour Aprilia il y a des casses, c'est que pour Suzuki il y a des chutes. Et très vite, on marque 0 points, quoi, parce qu'on a que 2 motos engagées. Pour Suzuki, autant Mir, ça lui ressemble pas trop, et je suis peu quand même d'habitude. Hein. Mais Rins, j'ai envie de dire, il en a trop demandé trop vite, hein, comme d'hab. C'est vraiment son problème. Il est très rapide sur un tour lancé, il est extrêmement rapide. Il roule pas avec sa tête, quoi. Il en demande toujours plus, et il sent pas venir peut-être la dégradation de son pneu, ou je sais pas, et du coup... Alors là, il sortait des stands quand il est tombé, donc le pneu... Justement, trop froid, et il faut rouler moins vite dès le début, quoi. Pour moi, c'est là où tu vois qu'il réfléchit pas. Tu sors des stands, c'est mouillé, t'as un pneu froid. Alors oui, il y a des chauffantes, bien sûr, mais ça fait pas tout, quoi. Tu t'attends 2-3 virages, voir si ça glissouille avant de te donner à fond, je sais pas. Il te reste encore plus de la moitié de la course. T'es pas sorti dernier non plus, donc il y a pas d'urgence, quoi. Je sais pas. Après, je suis pas pilote, hein, mais... C'est ce qu'on dit, hein, de toute façon, on en parlait un petit peu hors antenne, mais c'est ce qu'on disait, et c'est une erreur que tu peux plus te permettre. Moi, Rins, c'est quelqu'un sur qui j'avais parié l'an dernier. Bon, il s'est blessé salement, il a fait la moitié de la saison, peu importe. Mais cette année, je me disais, bon, pourquoi pas. Là, on en est à 0 points en 3 courses. Pour Rins. Ça fait tâche. Voilà, comme tu dis, ça fait tâche. Pour une écurie qui prétend essayer d'avoir, comme tu le dis, Pierre, une équipe satellite, ça envoie pas du rêve à des potentiels teams qui pourraient être signés. VR46 apparemment a son accord avec Ducati. Aprilia parle d'essayer d'avoir une équipe satellite. Il y aura pas de la place pour tout le monde. Là, tu montres que tu as une moto, au final, tu pilotes avec une seule moto, puisque tu as Mir qui est là. Lui, c'est le champion sortant. Malheureusement, il se la colle. Et puis, moi, j'ai un gros mea culpa à faire, c'est pour Aprilia et Savadori, que j'ai quand même copieusement torpillé il y a 2 épisodes, où je comprenais pas ce qu'il faisait là. Là, comme tu as dit tout à l'heure, Stéphane, déjà le voir sortir de la Q1, je dis, mon Dieu, est-ce qu'il a enfin compris le mode d'emploi, ou est-ce que, comme disait Cyril, est-ce qu'on lui a enfin filé le même matériel qu'à pour Espargaro, et de les voir tous les deux abandonnés sur a priori une casse mécanique. Je trouve ça ultra dommage pour Aprilia, parce que là ils avaient des points pour les 2 motos. Espargaro encore solide aux alentours de la 6-7e place. Savadori qui commence à monter. Ça fait plaisir pour une marque qui envoie quand même beaucoup moins de moyens que l'ensemble des autres constructeurs. Après, ça va, il sort de la Q1 aussi, il profite un petit peu des conditions de piste, mais bon, parce de mémoire, il roule en slick alors que les autres étaient en pneus pluie. Ah ouais, c'est après, un choix stratégique. Il est resté sur la piste, et quand il casse le moteur, il était quand même 12e, c'est ça, donc c'est pas mal. Non mais totalement, hein. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment dommage pour ce constructeur. Après, on va voir ce que ça va donner dans les prochains temps, justement au Mugello, voir s'il peut réitérer un peu sa performance, auquel cas il faudra peut-être compter avec la deuxième Aprilia pour le championnat. En tout cas pour les voir un petit peu truster autre chose que l'arrière-place du championnat constructeur. Donc à voir. Ouais. Après, pour les Suzuki, on sait que c'est pas les team managers qui sont au guidon, mais est-ce que le fait que Davide Brevio soit parti, ça peut aussi jouer sur les perfos des pilotes?
Moi, je sais qu'ils en avaient parlé dans une de leurs interviews en étudiant un peu le parcours de Brivio. C'est quelqu'un qui arrivait très bien à mixer les gens autour de lui, qui arrivait à mettre les bonnes personnes au bon poste. Après, est-ce que ça a changé entre les deux ? Honnêtement, moi, je ne sais pas du tout. Parce que l'année dernière, il était là, ils sont champions, et cette année, c'est vrai que ça fait un peu peine à voir, parce qu'on se dit comment ils ont pu être champions l'année dernière, quand ils montrent d'aussi pas mauvaises choses, mais des choses un peu moins bonnes cette année. Oui, après, c'est toujours pareil, c'est soit tu fais venir quelqu'un d'autre qui aura sa propre vision et sa propre méthode et qui risque d'éclater le team et que ça prenne plusieurs années à construire selon son point de vue, soit tu veux rien changer et tu ne le remplaces pas la personne qui est partie, tu essaies de garder les mêmes personnes, les mêmes méthodes, mais le risque c'est que quand il y a un grain de sable dans l'engrenage, les bonnes décisions sont pas prises par les bonnes personnes, donc tu végètes ou tu régresses, quoi. Donc voilà, Suzuki cette année ne l'a pas remplacé. À voir si ça va leur être préjudiciable. Aujourd'hui, pour moi, ils sont pas au niveau attendu d'une moto championne du monde, alors qu'ils ont failli faire un doublé l'année dernière, on s'en souvient. De peu, ils l'ont pas fait. Donc clairement, là, Suzuki n'est pas au niveau. Quand on regarde le classement au championnat du monde, ils sont loin derrière. C'est pas suffisant pour ce team-là, quoi. J'en attends beaucoup plus. Mais après, ça c'est personnel. Moi, je pense que les dernières, ils ont été champions de par les circonstances et peut-être pas de par les qualités intrinsèques des pilotes. Mais ça, c'est long débat. C'est long débat. Moi, je te trouve dur là. Mais je trouve que ça, c'est un peu ce qu'on voit cette année. Hein. Cette année, je sais pas trop. Moi, je pense que tu profites des circonstances. Hein. Oui. Le roi est pas là, d'accord, mais il en faut un pour gagner. Donc ça, voilà, c'est. Et puis ils étaient plus réguliers, je trouve. Là, mais après attention, hein, Mir l'an dernier, début de saison, on le voit pas trop non plus aux avant-postes. Hein. Et au final, il gagne quand même. Ouais, on le voit qu'à la fin. Donc il a pas été brillant partout, tout le temps. Je trouve qu'il a quand même profité beaucoup de circonstances. Et cette année, il y a moins de circonstances et tu te rends compte qu'il est moins devant. À voir. À voir pour la suite. On peut enchaîner sur un gros sujet. Jorge Martin absent, c'est Tito Rabat qui le remplace depuis Rérez. Donc Rabat qui marque son premier point cette saison. Vous avez quelque chose à signaler ? Et son premier point tout court, tu peux même dire. Sans doute, parce que effectivement, c'est vrai que Martin a prévu de revenir au Mugello, donc on ne devrait pas revoir Rabat. Et puis il y a l'ouverture de la saison Superbike aussi qui va le retenir, je pense. Donc à voir si c'est finalement Martin qui revient ou si c'est Michele Pirro qui le remplace pour le prochain Grand Prix, comme c'est déjà arrivé. Voilà, c'était pour la petite blague. C'est cool quand même qu'il marque un point pour le team Pramac, non ? Parce qu'après tout, il y a un championnat du monde équipe satellite, donc c'est toujours un point de plus. Mais là, Pramac, ils sont bien partis pour ce début de saison, pour ce championnat privé. Hein. Qu'est-ce qu'on peut parler ? On n'a pas parlé des KTM, et notamment des Tech 3. Quelqu'un veut dire un petit mot là-dessus, Paul ? Tech 3. Tech 3, très content pour Tech 3. Très, très, très content. Enfin, ils sont les deux dans le top 10. Je crois que c'est Petrucci 5 et Lecuena 9. Ouais. Même pour le Minot, très content parce qu'il galère depuis entre le Covid, les blessures, etc. Bon, le pauvre, quoi. Là, non, ultra content pour Tech 3 qui colle les deux motos dans le top 10. Très belle, très bonne course. Il me semble qu'il termine de toute façon première KTM parce que je crois que Binder est même pas dans le top 10 de mémoire. Du coup, non, très bien pour eux. Vraiment content. Ça, enfin une bonne course. Enfin. Je suis d'accord avec toi. Il leur fallait ça. D'ailleurs, ils ont fait un bon week-end, que ce soit Moto E, Moto 3 ou Moto GP. Il leur fallait ça. Je crois que Poncharal il en avait besoin. Il y a un contrat qui est toujours pas qui est enfin signé, je crois, entre Tech 3 et KTM, mais il fallait aussi que Poncharal prouve que il pouvait se remettre du départ de Miguel Oliveira. Donc c'est un premier pas dans cette direction. Mais effectivement, la KTM, c'est un peu le même combat que la Suzuki. Hein. C'est une bonne fin de saison l'année dernière, et puis là ça marque vraiment le pas cette année, comme si les autres avaient évolué et pas eux.
On sait que c'est aussi le pneu Michelin médium qui leur convient pas avant. Mais oui, je suis content pour Poncharal, un GP à domicile, faire 5e. C'est cool, même pour Petrucci qui est un bon gars. Totalement, et puis comme tu dis, KTM, je pense que là, ce qu'ils prennent en pleine tête, ça me fait un peu penser à ce qu'a subi Suzuki quand ils ont perdu leur concession. Ouais. Tu te souviens, ils avaient fait une grosse erreur d'après eux sur le développement moteur, Ouais. et ils avaient passé 1 ou 2 saisons calamiteuses avec ce moulin avant de revenir plus fort dans la foulée. Est-ce que la transition est pas compliquée à gérer justement pour les constructeurs d'avoir des journées d'essai quasi illimitées pour après se retrouver à devoir faire un peu comme les autres? Je sais pas, en tout cas, voilà, il s'avère effectivement qu'a priori ils se plaignent de la location Michelin sur les pneus. Les autres motos l'ont pas, les autres motos ont développé aussi. Donc est-ce que c'est pas apparemment c'est le même problème pour Honda, parce qu'ils comptent beaucoup sur leur train avant, et du coup, si j'ai bien compris, l'allocation Michelin du pneu avant est pas assez, même dans sa version la plus dure, n'est pas assez dure pour eux. Donc du coup, ils peuvent pas, en gros, ils choisissent pas les pneus en fonction de la moto, mais plus en fonction de ce qu'ils perdent le moins, quoi. Oui, mais après, c'est la petite roulette, quoi, dans le sens où l'année dernière, c'est Ducati qui s'est beaucoup plaint des pneus. Et cette année, ça va être Honda, KTM. Malheureusement, je pense qu'il y aura toujours des équipes et des teams qui sont pas satisfaits de l'allocation des pneus. Mais on peut pas revenir non plus à une époque où on a des constructeurs qui développent des pneus pour chaque équipe et chaque piste au virage près, quoi. J'ai envie de dire. Ah, mais totalement d'accord avec toi, et puis au moins ça fait du spectacle, et puis voilà, il n'y a pas de raison, ils ont des ingénieurs, voilà, pour le moment ils râlent parce qu'il faut râler sur quelque chose quand ça va pas, mais voilà. Après, ce qui est bien pour Tech 3 aussi, c'est que leur line-up, moi personnellement je le trouvais un peu faible, surtout quand tu vois que tu perds quand même Oliveira qu'on avait gagné qu'on avait gagné 2. C'est bien pour Petrux de faire 5. Maintenant, je ne sais plus combien d'années de contrat il a. Liquena, il est temps qu'il se montre aussi. Voilà, au moins pour voir un peu les oranges bleu blanc rouge, on va dire, de chez nous, ça fait plaisir. Il était vraiment temps, parce que c'était moi personnellement, ça me faisait de la peine de les voir au fond de classement, même quand tu regardais la grille de départ, les voir derrière, alors qu'on avait vu des coups d'éclat l'an dernier, c'était vraiment triste. Oui, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Steph, un petit mot sur Tech 3? Non, mais c'est bien qu'ils aient fait un bon week-end, surtout en France. Mais après, faut que ça soit sur la continuité, parce que là, ils profitent un petit peu d'une course sous piste mouillée qui finalement nivelle tous les niveaux, nivelle le niveau des bécanes, en fait. Oui. Mais bon, c'est toujours pareil, hein. Les conditions météo étaient les mêmes pour toutes, et finalement, ceux qui s'en sortent mieux que d'autres. Donc c'est bien. Mais bon, maintenant, ça serait bien que ça soit plus et à la régulière. Mais je vous rejoins dans le fait que depuis que KTM ne peut plus faire autant d'essais que ce qu'il voudrait, finalement ils arrivent à moins développer leur moto. Ensuite, de quoi on peut parler? Je crois qu'on a abordé quasiment toutes les teams, parce qu'il y avait des choses à dire. Et... Oui, du coup, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait Aleix Espargaro qui s'était fait opérer du syndrome des loges. Donc comme quoi ça arrive aussi. Vraiment, tous les pilotes là, ils sont sujets quasiment après chaque course, quoi. C'est que ça doit être assez physique à tenir les machines. Du coup, ils doivent avoir je pense que les avant-bras à la fin, ça doit être du béton armé. Ça doit être assez horrible. Ouais, mais j'aurais pensé, tu vois, sur du mouillé, justement, il y a c'est moins fatigant, mais bon, a priori. Bon, on a fait le tour, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Ouais, il me restait juste, dans les petits teams indépendants, t'avais les places de LCR aussi. Ouais. Nakagami, Marquez, pareil. Je crois que c'est 6 et 7.
bien placé, donc pareil, bonnes conditions, et les conditions pour eux en tout cas, et de bonnes places pour le team LCR, donc ça fait plaisir aussi, mais après voilà, il n'y a plus qu'à voir maintenant le Mugello en espérant du sec, et puis là on va avoir une grosse course de vitesse. Oui, non, t'as raison de le noter, qu'LCR était supérieur au team officiel sur cette course. On sait que Marc Marquez est tombé, mais même Paul Espargaro fait une course bizarre d'ailleurs. Dès le premier tour, hein, il perd un peu l'avant, et il se rattrape, il finit au milieu du peloton, il manque de percuter Rossi et Morbidelli qui chute juste après d'ailleurs, Morbidelli. C'est vraiment pas une bonne course pour Paul, finir derrière les deux satellites. Alors qu'on doit prouver que c'est nous l'officiel, quoi. Donc ça le fout un peu mal. Mais bon, il y a le temps de se rattraper. On a vu que Miller a fini par gagner 2 fois, alors que Zarco n'a toujours pas gagné, par exemple, dans le scénario un peu similaire. Donc voilà pour la course MotoGP. Il y en avait des choses à dire. On va parler rapidement de ce qui s'est passé dans d'autres catégories. Les 8 et 9 mai à Valence, il y avait du CEV Moto 3. En course 1, c'est l'Espagnol Daniel Holgado qui remporte devant Matsuyama Takuma, dont on a parlé tout à l'heure en Wildcard Moto 3, et Diego Moreira, donc le Brésilien. Clément Rouget fait 18e sur cette course-là. En course 2, Holgado, encore lui, gagne devant José Garcia et Ivan Ortola pour un triplé espagnol. Donc Rouget fait 12e et prend ses premiers points de la saison. Au général, Holgado, donc 75 points en 3 courses, domine le championnat devant David Salvatore, 37, et Ivan Ortola, 34 points. Roger, 21e, pardon. CEV Moto 2, rapidement, juste pour signaler qu'Andy Verdoya, qui cette année, normalement, roule en Supersport 600 italien, après avoir roulé quelques années en World Supersport 300, puis 600 l'année dernière. Donc Andy Verdoya a fait des remplacements en CEV Moto 2 pour le team VR46. Donc sur les 2 premières courses CEV Moto 2, il a fait 10 et 12e à Estoril au mois d'avril, et là 8e à Valence en début du mois. Donc c'est vraiment très bien quand t'as pas l'habitude de rouler sur des proto Calex. C'est quand même assez impressionnant ce qu'il fait. Donc malheureusement c'était juste des remplacements, c'est pas, il y a rien de signé pour autre chose. Donc on verra qui roule aussi, comme je disais, en CEV italien, et les résultats qu'il a fait là-bas juste après. Donc on va signaler quand même que ce week-end, je pense que ce sera, si vous avez le podcast avant ce week-end, donc les 22 et 23 mai, il y a la reprise du World Superbike et World Supersport saison 2021, donc à Aragon. J'espère que vous serez là pour regarder les courses devant votre écran. Il y a de la bagarre cette année, je pense. Il y a des choses intéressantes à voir, même si on sait qu'à la fin c'est Jonathan Rea qui gagne. C'est pas Steph qui dirait le contraire. Donc CIV, comme je disais, donc il y avait des courses également ce week-end à Misano, doublé de Michele et Pirro. On l'arrête plus, 4 victoires en 4 courses. Et en 600, donc on a Verdoya qui a fait 2e puis 4e. Il se positionne 5e du championnat. On retrouvera cette catégorie les 3 et 4 juillet à Imola. Et voilà, on a fait le tour. Donc il y a les prochaines courses, c'est le Moto America, c'est le FSBK, c'est MotoGP au Mugello, c'est la Rockies Cup également au Mugello. Donc il y a de quoi faire. Là, mai-juin, c'est un peu feu d'artifice niveau de quoi s'occuper sur les circuits du monde entier. C'est cool. Pas mal d'activités. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines pour le débrief du Grand Prix d'Italie au Mugello, donc qui nous a beaucoup manqué. Ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu. On espère, comme je disais tout à l'heure, voir une course fantastique, hein, comme celle d'il y a 2 ans, quand Petrucci gagne devant Dovi et Marquez. Voilà, c'est le mot de la fin. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc le Twitter @sekianpaul_pod, le Facebook page Sekianpaul. On est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur Amazon Music, on est sur Discord si vous voulez discuter avec nous. Viendez, et puis je vous dis merci à toi Paul et à toi Stéphane
pour ce débrief. Merci Paul, merci Pierre. On se revoit bientôt. Ciao ciao, bonne fin de semaine à vous. Salut.